de généralité, hein, pour commencer. Et puis peut-être vous définir comment nous travaillons en partant des paroles des usagers. Et parmi les paroles des usagers, une qui porte beaucoup, c'est celle de Patricia Digan, hein, qui s'est rétablie de troubles psychiques sévères il y a de nombreuses années et qui a fait un cursus médical par la suite pour changer le système et qui a réussi à le faire. Et vous voyez, c'est comme ça qu'elle décrit son rétablissement. Donc, se rétablir, finalement, vous voyez, ça veut dire aller mieux, accéder à un nouvel état satisfaisant pour soi. On comprend bien ce que ça veut dire que se rétablir, je ne sais pas, des oreillons ou se rétablir de la grippe. C'est la même chose en santé mentale. Simplement, la question, c'est sur quoi ça repose. Ben vous voyez, elle le décrit comme ça. Le rétablissement, c'est une attitude, une manière de prendre conscience au fil de la journée et d'affronter les défis qui se présentent à elle, et savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offrent encore à elle. Donc là, dans cette deuxième phrase, mieux se connaître, elle définit ce qu'on fait en réhabilitation psychosociale. En fait, on permet aux personnes concernées par les troubles psychiques de mieux se connaître pour pouvoir aller de l'avant. Donc on les aide à savoir leurs possibilités à un moment donné, et on les aide à renforcer leurs possibilités. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce qu'on se décentre de la maladie. Les maladies, les troubles psychiques sont définis d'après des critères qui sont en lien avec des symptômes et qui sont en lien avec les difficultés dont souffrent les personnes. Mais les personnes ne se réduisent pas évidemment à leur maladie. Or la tendance naturelle, c'est à se construire autour de la maladie et du traitement qui va avec, ce qui souvent fixe les personnes et obère leur pronostic, leur devenir. Là, nous, on dit d'emblée, on va considérer les personnes en tant qu'individus de la société, avec une partie saine, et c'est cette partie saine qu'on va mettre en avant. Et le simple fait de leur montrer ce qu'elles peuvent faire va leur permettre d'aller de l'avant et de construire des projets auxquels elles n'auraient pas pensé. Je vous cite un exemple. Il y a 2 semaines, j'ai vu une jeune personne, un jeune patient qui a une vingtaine d'années, qui m'a dit, voilà, moi je suis schizophrène, donc je ne peux pas travailler. Parce que c'est l'image qu'il y a dans la société. Donc il se définit par sa maladie, déjà il dit je suis schizophrène. Alors je ne suis pas sûr qu'il ne soit que schizophrène, je ne suis même pas sûr que la schizophrénie on puisse la définir correctement, puisqu'il n'y a aucun critère de validité externe, c'est juste un concept. Mais lui il se définit par ce concept, et ça résume tout, y compris toutes ses incapacités. Or la schizophrénie, premièrement, donc, ça n'existe pas en tant que concept définitif, et deuxièmement, c'est complètement hétérogène. Et troisièmement, il y a un certain nombre de personnes qui se rétablissent de la schizophrénie. Vous voyez, selon les études, ça va de 13,5% à 50%. C'est-à-dire que malgré ce diagnostic, des personnes peuvent aller bien et peuvent réussir leur vie. Ça, c'est vraiment extrêmement important de l'avoir en tête. Parce que dans la population générale, mais vous pourrez dire ce que vous en pensez quand on discutera, maintenant ou un petit peu plus tard, dans la population générale, schizophrénie, c'est terrible. Et c'est forcément l'échec. Eh bien, le fait que ça, ce soit les conceptions, les a priori que tout le monde partage, eh bien, les patients, les personnes concernées, les portent, ces a priori. Et vous voyez, ils s'auto-stigmatisent, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils s'empêchent d'aller de l'avant, simplement parce qu'on leur a dit un jour un diagnostic, qui en plus n'a pas de valeur. Donc c'est un petit peu dommage de considérer les gens comme ça, d'après quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, et de les laisser se définir pendant des années d'après ce concept-là. Donc en réhabilitation, ce qu'on veut changer, c'est ça. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de définir un petit peu mieux le rétablissement ? Parce que si on veut travailler dessus, il faut essayer de le comprendre et comprendre ces différentes dimensions d'après simplement ce que je viens de dire. Donc là, le schéma vous montre ce qu'on souhaite que la personne obtienne. C'est son rétablissement personnel, c'est un processus subjectif. Parce que c'est cette personne-là qui pourra dire maintenant je vais suffisamment bien, je suis satisfait de ma vie, je l'ai réussi. Donc ça, c'est le rond bleu au centre. Ce qui est visé, c'est le rétablissement personnel, mais on ne peut pas l'insuffler de l'extérieur. C'est un processus qui est propre à la personne. Par contre, on peut quand même tenter de le favoriser. Habituellement en médecine, on tente de le favoriser en réduisant les symptômes. C'est ce qui définit la maladie, c'est ce qu'on connaît le mieux. C'est comme ça qu'on classe les gens depuis le XVIIIe siècle. C'est venu de la botanique, les classifications en psychiatrie. On décrit tel symptôme, on fait tel cadre nosographique, c'est-à-dire un type de maladie, puis après on redéfinit un petit peu, etc. etc. Et c'est fait de manière descriptive extérieure et puis très consensuelle actuellement. C'est pas fait d'après les mécanismes parce qu'on ne les maîtrise pas encore complètement. Donc c'est une nosographie qui est évolutive. En tout cas, en médecine, on est d'habitude fixé sur les symptômes, les manifestations cliniques qui font souffrir les personnes et que, bien entendu, il faut continuer à prendre en compte. Mais simplement, ce dont on se rend compte, c'est que le fait de réduire les symptômes ne suffit pas à soulager les personnes et à les rendre heureuses. Donc on peut avoir un rétablissement clinique, c'est-à-dire la disparition des symptômes, qui peuvent être des hallucinations, qui peuvent être l'impossibilité à faire quelque chose, des symptômes négatifs, qui peuvent être une désorganisation. Donc tout ça, ça peut diminuer, voire disparaître complètement ou presque complètement.
et pourtant la personne reste malheureuse. Donc vous avez une disjonction entre le rétablissement clinique et le rétablissement personnel. Ça veut dire qu'il faut considérer d'autres aspects pour aider les personnes. Autres aspects, rétablissement social. Donner aux personnes un logement, évidemment, c'est important. C'est mieux d'avoir un logement que d'être dans la rue. C'est la base du programme Housing First et on sait très bien que ça aide effectivement beaucoup de personnes. Avoir un travail, c'est mieux que de ne pas en avoir, etc., etc. Mais on peut avoir un travail, un logement, plus avoir de symptômes et être très malheureux. Parce qu'on a été gâté, on a hérité, on a tout ça. Les médicaments sont très forts, ils enlèvent très puissants, ils enlèvent les symptômes, mais pourtant, la personne n'a pas de vie, ne se sent pas bien. Donc il y a une disjonction aussi entre rétablissement social et rétablissement personnel. Donc là, la petite chose qu'on ajoute en plus, qui n'a rien de miraculeux, mais néanmoins c'est un plus, et c'est une chance qu'on veut donner aux gens, c'est par rapport à ce qu'a dit Patricia Digan. C'est les capacités des personnes là qu'on va considérer. Vous voyez, on n'est plus sur la partie malade, le rétablissement clinique, on n'est plus sur le rétablissement social, le fait d'avoir des conditions de vie satisfaisantes, on est sur les possibilités propres, en particulier les possibilités cognitives. Et donc ce rétablissement fonctionnel dont on parle là, c'est la cible de la réhabilitation psychosociale. Vous voyez qu'on s'est décentré de la perspective médicale classique, on s'est décentré, il y a des places en bas, venez vous asseoir, il y a plein de places devant. On s'est décentré de la perspective sociale et on a ajouté une 4e dimension pour favoriser, tenter de favoriser ce rétablissement personnel. Et si on en croit Patricia Digan, ça donne des chances vraiment très fortes aux gens. Oui, il y a plein de places à droite là en fait. N'hésitez pas, allez-y, il n'y a pas de problème. Oui, bienvenue, bonjour. Donc ce modèle-là, qui est hérité de l'approche hollandaise, ça c'est un schéma que j'ai un petit peu adapté, mais à la base les 4 dimensions c'était des collègues hollandais qui me les ont fait remarquer, qui les ont conceptualisés comme ça. Je pense qu'il est assez éclairant et assez didactique. Et en Hollande, il faut savoir qu'il y a une psychiatrie, une santé mentale qui est extrêmement moderne, qui repose uniquement sur des équipes mobiles, comme vous avez beaucoup à Lille, mais comme on n'a pas dans toute la France. Là-bas, c'est 350 équipes mobiles, et dans chaque équipe mobile, ou presque, parce que c'est en cours, il y a un père aidant. Je ne sais pas où est Bérénice Tedel, je peux vous passer. Ah, mais elle est là-bas. Voilà, un père aidant par équipe mobile, qui participe complètement à l'équipe. Et donc j'avais invité un psychiatre pour présenter ce dispositif-là, heureusement en français au Centre Ressources de Lyon, Centre Ressources Réhabilitation. Et le formateur de tous les pères aidants de Hollande, et vraiment ça formait un binôme extrêmement uni et extrêmement efficace. Et donc ça, ces équipes mobiles-là, elles font de la prévention, elles traitent aussi les crises pour les troubles psychiques aigus, donc c'est vraiment extrêmement important. Donc vous voyez comment se tiennent l'organisation du dispositif et puis des outils très spécifiques qui vont permettre d'identifier et de renforcer les compétences, donc ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale. Alors si on veut regarder très globalement ce qui peut bloquer le rétablissement d'une personne, bien entendu, le fait d'avoir des symptômes, hallucinations, délires, symptômes négatifs, désorganisation, c'est quelque chose qui est très gênant au quotidien, on le sait bien. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on va complètement laisser tomber la partie psychiatrique traditionnelle, que ça n'a pas d'importance et que les gens vont aller bien comme ça, spontanément, par miracle. Bien entendu, il faut s'occuper de ça. Mais simplement, ce qu'on dit, c'est que ça ne va pas suffire parce qu'il y a d'autres facteurs associés qu'il faut aussi considérer. Et parmi ces facteurs associés, en bas, vous voyez tous les facteurs cognitifs. Le fait de ne pas avoir les capacités cognitives pour faire telle ou telle chose vont gêner le rétablissement. À travers simplement l'impossibilité de se concentrer, de mémoriser, de pouvoir interagir avec sa famille, ses proches en général, à travers l'impossibilité de retenir la consigne de son patron dans l'entreprise. Donc on ne garde pas son emploi dans ces cas-là. On n'y accède même pas parce qu'à l'entretien, ça se voit. Venez vous asseoir en bas, il y a plein de sièges. Restez pas sur les marches, c'est gênant. Il y a plein de places là. Faites le tour par là-bas si vous êtes gêné. Allez-y discrètement. C'est réussi. Et puis donc, bien sûr, tout ça, ça donne une mauvaise estime de soi, parce que c'est un cercle vicieux. Moins on arrive à faire les choses, moins on réussit, plus on pense qu'on est mauvais et qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et puis après, on est comme le jeune patient dont je parlais tout à l'heure, je suis schizophrène, je ne peux pas travailler. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est envenimé de soi. Et nous, on est là pour couper cette spirale, ce cercle vicieux, et passer à ce qu'on appelle un cercle vertueux, montrer les capacités, les réussites, les valoriser, et puis permettre que ça remonte plus positivement. Et puis, associé à tout ça, bien sûr, vous avez le manque de motivation qui peut en découler ou qui fait aussi partie des manifestations cliniques. Les addictions qui peuvent être pour se traiter, mais qui vont finalement entraîner plus d'inconvénients que d'avantages et qu'il faut considérer par elles-mêmes. Et puis les pathologies somatiques. Parce que les personnes avec des troubles psychiques sévères, souvent, elles ne se font pas suivre par un médecin traitant. Et il y a une perte d'espérance de vie en enlevant toute la question du suicide qui est considérable, qui est de l'ordre de 15 à 20 ans. Et donc, on doit aussi considérer ces aspects-là. Alors si on parle un petit peu plus des troubles cognitifs,
Donc pour résumer de quoi il s'agit, il y a deux catégories de troubles cognitifs. Il y a des troubles qu'on appelle neurocognitifs et des troubles de la cognition sociale. Les troubles neurocognitifs, c'est tout ce qui est très très général, c'est mémoriser, se concentrer, s'organiser, ce qu'on va appeler les fonctions exécutives, se repérer, ce qu'on va appeler les fonctions visio-spatiales. Donc ces quatre domaines-là peuvent être atteints de manière complètement hétérogène dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire, dans les troubles de personnalité sévère, dans le syndrome d'Asperger, etc. Associés, il y a ce type de troubles cognitifs, mais ils sont différents d'une personne à une autre. On n'a pas le profil cognitif de la schizophrénie, parce que de toute façon la schizophrénie c'est quelque chose de flou, d'hétérogène, donc évidemment on ne peut pas avoir le profil cognitif de la schizophrénie et on n'a pas une solution pour toutes les personnes avec schizophrénie. On va devoir faire du sur-mesure. Donc ça c'est une partie des troubles cognitifs qu'il faut évidemment considérer au premier chef. L'autre partie c'est la cognition sociale. C'est comprendre ce qu'autrui ressent, veut, a l'intention de faire, etc. Donc il y a ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit c'est capacité à se mettre à la place d'autrui et comprendre qu'il peut penser différemment de nous, quelque chose qui s'acquiert dans la petite enfance, qui est très important pour les interactions sociales. Et puis vous avez aussi, par exemple, la reconnaissance des émotions faciales. Ça, c'est deux processus très très importants. Il y en a d'autres en cognition sociale, mais déjà, ces deux-là sont souvent altérés dans les troubles psychiques sévères. Et ça va gêner beaucoup, parce que, par exemple, dans le bus, si on a l'impression que tout le monde est hostile, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas prendre le métro, là, à côté. On ne peut pas sortir. Donc, petit à petit, on va pouvoir identifier ces difficultés-là, identifier par contre ce qui fonctionne bien dans ces domaines-là aussi, puis peut-être changer les choses, permettre aux gens de redevenir attentifs plus positivement aux émotions exprimées sur le visage d'autrui. Il y a des techniques pour ça. C'est ce qu'on appelle la remédiation cognitive. Donc ça vous sera décrit brièvement, succinctement cet après-midi. Et puis il y a des ressources en ligne, des livres qui expliquent bien ça. Et puis ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un lien très important, très net, entre les troubles cognitifs, neurocognition, cognition sociale, et puis les capacités d'insertion. Ça, c'est largement montré par des tas d'études dans le monde. Si j'ai des troubles neurocognitifs, je ne peux pas être employé. Donc je vais rater mon entretien, j'accède moins à l'emploi. Si j'ai des troubles de cognition sociale, je ne vais pas garder mon emploi parce que je vais me disputer avec les autres. Ça, c'est carrément largement bien montré. Donc il y a plein de modèles, finalement, qui font le lien entre les troubles neurocognitifs et les capacités d'insertion. Alors au début, c'était tout simple, c'était neurocognition, c'est-à-dire capacité à se concentrer, et pronostic fonctionnel. Functional outcome, ça veut dire ça. Donc si j'ai des troubles de l'attention, ça entraîne que je ne peux pas m'insérer. L'étude statistique montrait ça. Puis petit à petit, ça s'est un petit peu raffiné, on a des modèles comme celui qui est en bas. Vous voyez, la désorganisation entraîne un problème fonctionnel qui a un lien avec la vie réelle, mais en même temps, la cognition sociale interagit, etc. Donc il y a des modèles statistiques très compliqués qui ont été faits au fil des années. Le dernier, c'était en 2016, je crois, quelque chose comme ça. Donc, parallèlement à ces difficultés qui bloquent le rétablissement, vous avez des facteurs qui favorisent le rétablissement. Vous avez deux types de facteurs, des facteurs subjectifs, des facteurs objectifs. Objectifs, c'est ceux qu'on va mesurer, dont on va s'occuper, nous, de l'extérieur. Subjectif, c'est ce que rapportent les personnes par rapport à leur parcours de vie, par rapport à leur processus propre. Donc ça, c'est ce qu'on devrait finalement favoriser tant qu'on le peut, même si on n'a pas de moyen de le contrôler, évidemment, de l'extérieur, comme on le disait. En tout cas, ce que rapportent les personnes qui se sont rétablies, c'est que c'est arrivé quand elles ont retrouvé de l'espoir. Donc cette notion d'espoir, elle est extrêmement importante. Souvent, elle repose sur la restauration d'une identité propre, qui se dégage de l'identité de malade. Vous voyez, typiquement, le jeune homme dont je parlais tout à l'heure, il va falloir qu'il prenne un peu de distance et qu'il mette sa partie malade, son identité liée à la schizophrénie, de côté, pour se construire de nouveau autour de ses caractéristiques propres. Le fait de donner un sens à l'existence aussi. Vous me direz, mon temps, merci. Parce que là, je n'ai pas forcément de pendule juste devant moi. La prise de responsabilité peut donner du sens à l'existence, permettre de restaurer son identité propre et de retrouver l'espoir, parce que c'est une cascade comme ça. La prise de responsabilité, ça peut être le fait de retrouver un travail qu'on doit favoriser pour les gens qui le veulent et qui le peuvent, mais qui n'est pas évidemment la norme. On peut aussi se rétablir sans travailler, en faisant du bénévolat ou en faisant des activités de loisirs. Il faut que ça convienne à la personne, il n'y a pas de règle absolue. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'empêcher de travailler les personnes parce qu'elles ont un trouble psychique. Parce que c'est ce qui se passe en France. Vous avez 7% de personnes avec schizophrénie qui travaillent. Dans les autres pays européens, c'est plutôt 17 ou 20%. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire qui est en train d'être fait avec tous les appels d'offres emploi accompagnés qui sortent par les ARS en France en ce moment. Donc là, on a aussi avancé. Mais l'effort reste à faire, évidemment.
Donc les déterminants objectifs du rétablissement, ça découle de ce qui gêne le rétablissement. Donc on va pouvoir mesurer les capacités cognitives. Ce n'est pas les mesurer pour nous faire plaisir, pour faire des études. C'est mesurer pour restituer à la personne ce qu'elles sont capables de faire. L'intérêt de ce qu'on appelle l'évaluation neuropsychologique, le bilan de la cognition, c'est pour montrer aux personnes où ça va, ce sur quoi elles peuvent s'appuyer pour réussir leur projet, où ça va moins bien, et ce qu'elles devraient éventuellement aménager pour que ça aille mieux. Mais ce n'est pas des données qui sont pour nous en tant que chercheurs, c'est des données pour les personnes. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette perspective dans la tête et de le faire dans cet esprit-là. Après, on travaille aussi sur des facteurs subjectifs, sur les capacités d'insight, c'est-à-dire s'approprier ses difficultés, son traitement, la possibilité du rétablissement, des troubles associés, des addictions. Tout ça, c'est des aspects extrêmement importants qui devraient être considérés complètement systématiquement. Tout ce que je vous dis là, ça doit être fait systématiquement. Le problème, c'est le dispositif. Il y a des régions qui sont équipées en mettant ça en place pour toutes les personnes avec des troubles psychiques sévères, et d'autres régions, je n'en cite aucune, qui ne se sont pas encore équipées, mais on pourra peut-être en parler après. Et l'équité et la qualité des soins, c'est de mettre ça partout. Il n'y a pas de raison qu'en France, il y ait des gens qui soient mieux soignés que d'autres. Surtout que ce n'est pas très coûteux de faire ça, finalement. On pourra parler du coup si vous voulez. Donc tout ça, on peut le mesurer, on peut le quantifier, de telle sorte que la personne sache où elle en est. Le but, c'est de donner aux personnes les moyens de décider pour elles-mêmes, et pour ça, il faut savoir où on en est. Si on se contente en santé mentale de dire, voilà, vous êtes dans telle catégorie complètement floue, vous avez une schizophrénie, bipolaire, Asperger, etc., et puis qu'on s'arrête là, et qu'on donne juste des médicaments pour stabiliser au mieux les symptômes, on n'aura pas fait suffisamment, puisque le taux de rétablissement, il n'est pas de 100%. Donc notre limite, on la touche là. Si tout le monde se rétablissait spontanément, on n'aurait pas besoin d'intervenir. Quand on a fini sa grippe, normalement, on s'en sort, on se rétablit. Mais avec des troubles psychiques sévères qui sont dans la durée, qui impliquent plusieurs épisodes, on ne se rétablit pas spontanément de manière très facile. Certains se rétablissent spontanément, d'autres pas. Donc notre mission, notre devoir, c'est quand même de favoriser ça. Donc pour favoriser ça, qu'est-ce qu'on fait ? On montre aux personnes leurs capacités et on met en place des soins qui découlent des besoins de la personne. Donc soins de réhabilitation psychosociale, soins en général. Si on peut, on favorise l'insertion professionnelle, si ça a un sens pour la personne. Tout ça, ça va prévenir les rechutes et les récidives, ça va contribuer à améliorer la qualité de vie et ça va aussi permettre de prévenir l'apparition du handicap. Là, on n'est pas en train de travailler sur réduire le handicap, ce serait un petit peu dommage si on peut agir plutôt en prévention. Or, on sait très bien que si on laisse les choses s'aggraver avec des troubles psychiques sévères, merci beaucoup, on va aller vers l'installation d'un handicap psychique. On n'y tient pas, c'est un beau concept, finalement, parce que ça permet une reconnaissance, ça permet d'accéder à un certain nombre de prestations. Mais si on peut faire de la prévention, c'est mieux encore. Donc là, on a moyen de montrer les choses et d'agir pour que la trajectoire s'infléchisse avant que le handicap s'installe avec de telles techniques. Donc le message, c'est toute personne qui a des troubles psychiques sévères doit savoir où elle en est, doit bénéficier d'une évaluation qui lui montre ses capacités. C'est quelques milliers de personnes par an et par région, c'est faisable. Et il faut le faire, c'est tout, il faut le mettre en place. Et puis après, quand il en a besoin, on va accompagner les personnes pour faire ce qu'on appelle leur programme de rétablissement. Leur programme de rétablissement, c'est qu'est-ce qu'elles veulent faire, quelle sera l'étape 1, quelle sera l'étape 2, quelle sera l'étape 3 qui sera importante pour elles, et sur quoi ça va reposer, dans ce qu'elles peuvent faire maintenant, et dans ce que nous, on peut faire pour les aider à réussir. Donc ça, c'est construit par l'équipe de réhabilitation, enfin par la personne concernée, avec l'équipe de réhabilitation. C'est quelque chose qu'il faut construire, écrire, c'est une sorte de petit livret, et puis ça donne des repères, et puis nous, on sait comment on peut agir pour aider la personne, mais ça lui reste propre. Ça, c'est ce qu'on peut expliquer, et c'est quelque chose qui est très acceptable par la population concernée, parce qu'elle garde la maîtrise, ou elle reprend la maîtrise. Le programme de rétablissement, ça, je pense que c'est le bon terme qui parle, c'est ça qu'il faut mettre en place tout de suite, parce qu'on parle aussi de plans de soins individualisés, etc., mais ça, c'est encore trop centré soins. Là, j'ai proposé d'enlever cette expression et de vraiment se centrer sur la personne qui a la maîtrise et qui, elle, va prendre les notes et va définir ses étapes. Et puis nous, on est là en appui simplement. Et là, même quelqu'un qui n'est pas prêt, qui dit « mais moi je demande rien », l'autre fois j'ai eu une patiente, une SDF, qui vit dans un CHRS, le CHRS et puis le psychiatre qui s'en occupe un petit peu, psychiatre de rue, l'avait envoyée. Elle n'est pas prête. Elle me dit « mais bon, on m'envoie là, mais moi pour l'instant je veux qu'on me mette des dents, je veux qu'on s'occupe de mes dents. C'est pas le moment ». Je lui ai dit « simplement, vous comprenez, là vous allez vouloir vous rétablir, vous allez mettre vos dents, vous allez vous soigner comme ci ou comme ça, elle veut s'occuper de son corps, mais après peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont vous gêner par rapport à tout ce que vous voulez faire. Par exemple, là, vous ne pouvez pas prendre les transports en commun, vous êtes en VSL pour chaque déplacement. Peut-être qu'il y a des choses que nous, on peut vous aider à travailler. En tout cas, on est à votre disposition. Donc si vous voulez revenir, vous reviendrez et nous, on vous aidera. Et ça, quelqu'un comme ça l'entend. Et oui, ça peut passer.
Et je pense que ça peut accrocher petit à petit. Mais là, ce n'était pas encore le moment. Elle m'a dit merci et je pense qu'elle va effectivement revenir. Mais là, vous voyez, on se met à la disposition des personnes. On n'est pas là à prescrire, à donner des soins de manière obligatoire. On propose et puis les gens se saisissent. Donc l'objectif, c'est vraiment de prévenir la chronicité en évaluant et en stimulant le plus tôt possible, de valoriser le potentiel de chacun, de toujours être en lien avec des projets concrets. On n'est pas dans l'abstraction, à réfléchir au sens de ce qui leur est arrivé, etc., etc. Là, on voit leur vie quotidienne et ce qui les gêne pour leur vie quotidienne et comment on peut changer ce qui les gêne pour leur vie quotidienne. Des principes de base aussi, c'est que les choses ne soient pas trop compliquées en termes d'accès. Parce que parfois, il y a des structures spécialisées où il faut remplir une tonne de papier, être envoyé par telle ou telle personne, avoir des labels, des tampons, etc. Et puis après, il y a 4 ans d'attente. Ça ne sert à rien. Nous, il n'y a pas d'attente, ou presque pas, quelques mois maximum, mais on peut prendre plus vite ceux qui en ont besoin. Et puis, un simple coup de téléphone suffit pour avoir un rendez-vous. Après, on voit un médecin. Donc, on a mis une première ligne médicale assez renforcée pour qu'un médecin puisse donner un avis, au minimum, là, tout le monde là. Et puis après, la personne s'entend avec le médecin pour aller, si c'est le moment, si ça a un sens, vers une évaluation. Donc, vous voyez, beaucoup de personnes, tout le monde est vu par les médecins. Après, une partie passe sur l'évaluation. Puis après, à la restitution, une partie va vers des soins de renforcement des capacités, ce qu'on appelle les soins de réhabilitation. Donc là, on optimise les moyens à notre disposition avec un fonctionnement hiérarchique en cascade. Et puis on utilise des outils de soins qui ont fait la preuve de leur efficacité. Ce n'est pas sorti de notre esprit. Il y a des données de preuve. C'est très important quand même d'utiliser des choses qui sont efficaces. Si vous avez un cancer, vous ne voulez pas qu'on vous dise on vous met un antimitotique, un vieux médicament dont on ne sait pas ce que ça vaut. Vous n'allez pas l'accepter. Si on vous dit voilà, il y a eu tant d'études qui ont montré qu'il y a tant de % d'efficacité, vous aurez plus confiance. En psychiatrie, c'est pareil que dans les autres disciplines. On doit vous traiter correctement. On met le bon antibiotique pour traiter telle bactérie. On ne met pas au hasard. Ben là, c'est pareil. Il faut se reposer sur les données de preuve. Ça a quand même un sens. On peut faire du réductionnisme pour montrer que les techniques sont efficaces en santé mentale. C'est possible. Parce qu'on a une cible et on a la manière d'atteindre cette cible. Ensuite, en pratique, pour répondre aux besoins des personnes, on fait des soins individualisés. Ça ne veut pas dire individuel. Ça veut dire qu'on a un parcours qui lui est propre, qui peut employer du collectif à certains moments, et qui sera le plus proche possible de ses besoins. Donc ça, c'est important d'avoir une palette de soins avec des structures suffisamment développées. C'est pour ça que la nature du dispositif en découle, avec des centres qui sont sur des gros territoires. On va en parler un petit peu après. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on permettra à la personne de mieux connaître ses possibilités, ses limites. On renforcera ses compétences, on lui redonnera de la maîtrise. La maîtrise, ça va jusqu'à lui donner le livret de la structure et lui permettre de demander telle ou telle chose, donc de disposer des moyens thérapeutiques. Ça, c'est là que ça se passe le mieux, c'est quand les personnes ont lu les documents d'information et viennent nous solliciter, et les sollicitations sont bonnes, et on y répond favorablement. Donc là, ça vient de la personne, ça ne vient pas de nous. C'est mieux quand ça se passe dans ce sens. Et pour ça, il faut informer, il faut communiquer en amont. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut que la population connaisse la réhabilitation, sache à quoi ça sert, y compris les personnes qui vont être concernées à un moment donné. Mais ça va au-delà, il faut que tout le monde sache ce que c'est. Ensuite, notre pratique, elle est toujours axée sur les principes d'une pratique axée rétablissement. Donc vous avez là 10 principes qui ont été rédigés il y a une dizaine d'années, ça c'est une traduction canadienne. Donc vous voyez, on doit écouter la personne, on doit montrer qu'on croit en ses forces, on doit donner des exemples qui inspirent l'espoir, on doit recenser les ressources au camp santé mentale, renforcer les stratégies d'adaptation, être respectueux et travailler d'égal à égal, et toujours garder de l'espoir, même si on sait qu'il y a un risque de revers. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir des rechutes que tout va se terminer. On peut continuer à aider la personne. Il y a des personnes qui se rétablissent après un certain nombre de rechutes. Ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aussi aux parents qui disent le rétablissement, c'est compliqué parce que moi, je vois bien que mon fils, ma fille, ça ne va pas, ça fait des années. Voilà. Vous me parlez de rétablissement, mais bon. Néanmoins, ça peut encore arriver. Il y a des choses qui peuvent se produire, c'est souvent des rencontres qui font basculer les choses. Donc, garder l'espoir, c'est important déjà pour nous, professionnels de santé mentale. Si on veut aider les autres, on veut aider les proches, on veut aider les personnes concernées, il faut que nous aussi, on ait l'espoir. Mais pas un espoir illusoire, un espoir qui se base sur la réalité, sur les gens qui se sont rétablis. Donc comment on va faire ? Comme je vous le disais, avec plusieurs étapes. Première étape, un avis. Deuxième étape, une évaluation, quand c'est nécessaire. Troisième étape, renforcer les capacités. Et puis quatrième étape, bien sûr, l'inclusion sociale. Ça peut être loisir, ça peut être logement, ça peut être professionnel. Et ça peut passer par des accompagnements sur le terrain, accompagnements sociaux ou médico-sociaux, ou ça peut simplement être favorisé par les étapes antérieures. Parfois, un avis suffit, une évaluation suffit, parce qu'elle rassure la personne. Mais elle a un sens, elle a une importance pour cette personne. Donc les outils, brièvement, vous les avez là. Vous voyez, la remédiation cognitive, quand il y a besoin d'agir sur les facteurs cognitifs.
L'éducation thérapeutique, la psychoéducation pour tout le monde, parce que c'est normal quand on a des troubles au long cours de savoir de quoi il s'agit et de connaître les principes du traitement et les effets indésirables du traitement médicamenteux. C'est complètement normal et ça doit être vraiment systématique. Enfin, ça devrait l'être, ça ne l'est pas encore malheureusement, mais ça devrait l'être. Donc nos établissements, on est en train de les doter de psychoéducation, d'éducation thérapeutique systématisée, permettre d'entraîner les compétences sociales quand c'est nécessaire, renforcer l'autonomie, soutenir l'accès à l'emploi, et puis toujours soutenir les familles. Là, il y a beaucoup de données de preuves qui montrent que quand on soutient les familles, les gens concernés, leurs proches, rechutent moins. Il y a vraiment un haut degré de preuve. Donc c'est important de mettre systématiquement en place dans les structures de réhabilitation, ça fait partie du cahier des charges, des groupes de soutien des familles. Alors, il y a plusieurs types de groupes de soutien des familles, mais globalement, ce type d'action marche. Voilà, il n'y a pas un groupe qui marche mieux que les autres, il y a le fait de soutenir les familles qui globalement fonctionne et aide. Et puis il y a ce que fait l'UNAFAM aussi, type prospect, qui est efficace, et les deux vont s'associer. Les interventions des professionnels, la paire aidance. On s'adresse aux psychiatres, bien sûr. Tout ce qu'on dit là, on les sensibilise. Oui, oui. Oui, bah c'est long, mais vous voyez, on va s'appuyer sur l'ensemble de la population et des acteurs. Mais c'est des effets au long cours, je suis d'accord. Néanmoins, je pense quand même que la situation évolue. Sincèrement, par rapport à il y a 10 ans, les attentes et les relations ne sont pas les mêmes. Et puis surtout, l'élément extrêmement important, c'est que dans les régions où il y a des centres référents, les collègues envoient les usagers. Donc même s'ils ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit, vous pouvez vous asseoir devant, il y a de la place, hein, n'hésitez pas, vous pouvez faire le tour comme ça. Donc ils nous envoient. Même s'ils ne comprennent pas exactement la philosophie, s'ils ne comprennent pas exactement les principes, ils se rendent compte que ça fait du bien, ou ils savent qu'il faut le faire, je ne sais pas quelle est la bonne raison pour certains. En tout cas, ils envoient. Donc je pense que ça, c'est un élément quand même important. Et puis globalement, donc, on va fonctionner dans des soins par étapes qui ont un objectif concret dans la vie de la personne. On ne va pas faire des prises en charge au long cours, sans limite de temps, médiatisées. Ça peut se faire en ville, hein, dans une association, ou dans le médico-social, ou dans un GEM. Nous, on est là pour faire du soin avec une efficacité et des méthodes bien claires. Ça, c'est important aussi. Alors évidemment, ce n'est pas en pleine crise, mais ça peut être pour des personnes avec des symptômes importants. On a eu des personnes qui avaient des éléments délirants très importants, une forte désorganisation, qui ont bénéficié de ce type de technique, avec des mesures d'hospitalisation sous contrainte qui ont pu être levées, des projets de logement autonome, des projets de travail qui ont pu être refaits chez ces personnes-là. Donc il n'y a pas de cas d'espèce qui s'opposent à faire ça. Il y a des conditions médicamenteuses aussi. Évidemment, il ne faut pas s'opposer à la iatrogénie par la remédiation cognitive, par exemple. Donc le traitement, il doit être à dose minimale efficace, si possible en monothérapie. Si possible, ça veut dire quand c'est possible. Mais dans la majorité des cas, c'est possible. Après, c'est toujours en lien avec des besoins quotidiens. On ne travaille pas, on ne pose pas des indications sur les résultats du bilan. Ce ne sont que des variables intermédiaires. Ce qui compte, c'est le besoin de la personne par rapport à des répercussions fonctionnelles. Ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes de mémoire qui gênent, c'est le fait que les problèmes de mémoire empêchent de travailler ou empêchent de parler à sa famille. Si la personne a compensé ses problèmes de mémoire, qu'on voit au bilan, mais qu'elle compense, qu'elle se débrouille avec, il n'y a pas besoin de faire de remédiation cognitive, la cible, elle ne sera pas là. On va agir sur ce qui gêne la personne pour ses projets concrets. Par contre, si la personne a des problèmes visio-spatiaux, qu'elle travaille dans une librairie, qu'elle ne trouve pas les ouvrages qu'on lui demande et qu'elle ne vend rien, là, oui, il faut agir dessus. Vous voyez, c'est le lien avec le concret qui compte. Donc l'intervention la plus précoce est souhaitée, évidemment, pour ne pas laisser les troubles s'installer et la chronicité se créer, puisqu'on a moyen de la prévenir. Et puis ensuite, on a tout un tas de programmes qui permettent de répondre à la diversité des problèmes, des besoins. Donc là, je cite des noms qui n'ont pas d'importance. C'est juste pour vous dire qu'il y a plein de choses, mais que cette variété est importante. Parce que si on se réduit à un seul outil de soin, on ne pourra pas répondre correctement aux personnes. Plus il y a d'outils de soins, plus on a des chances de pouvoir affiner la réponse par rapport aux besoins des personnes. Donc c'est important d'avoir des structures assez grosses avec une variété thérapeutique. Donc la remédiation cognitive, elle vise à réduire les troubles cognitifs ou à compenser les difficultés cognitives en permettant de trouver des stratégies qui permettent de résoudre les situations difficiles malgré la persistance des troubles cognitifs. Donc il y a toujours des liens avec le quotidien et on travaille toujours sur le renforcement des capacités des personnes. Je crois qu'il y aura peut-être des petites illustrations après, en sachant que, comme pour le reste, il n'y a pas de programme universel, qu'on fait des liens avec les répercussions fonctionnelles, c'est-à-dire la gêne dans le quotidien, et qu'on s'adapte toujours à son profil en fixant des objectifs avec la personne concernée. C'est-à-dire l'objectif, ça va être, pour ce que je disais avant, mieux travailler dans la librairie, arriver à avoir des repères pour trouver plus facilement les ouvrages.
en étant par exemple plus systématique dans l'exploration des rayons de la librairie, en ayant bien repéré, mieux classé les livres par catégorie et repéré où sont les catégories. Peut-être en s'appuyant sur un petit document externe, un petit livre, un petit plan, avec des repères généraux. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça que le neuropsychologue va favoriser, ou le thérapeute en remédiation cognitive. Donc typiquement, voilà le type d'exercice qu'on peut utiliser pour renforcer les capacités visio-spatiales. Vous avez des objets posés sur une table qui ont une certaine position, on les voit en enfilade à gauche, on les voit par-dessus à droite, et là vous devez décider depuis quel endroit on peut voir les objets, comme sur l'image de gauche, sur l'image de droite. Vous voyez, vous êtes par-dessus à droite, et vous voyez les choses d'une certaine manière, depuis quelle position. Donc là, pour ça, vous êtes obligé de prendre des repères, de comparer la position respective de deux objets, pour arriver à trouver que vous êtes dans telle position en haut de la figure. Parce que si vous ne vous repérez qu'avec un seul objet, vous n'y arriverez pas, effectivement. Là, vous devez déterminer si vous avez la même figure ou une symétrique, c'est-à-dire vue dans un miroir. Donc pour ça, vous êtes forcé de faire ce qu'on appelle une rotation mentale pour superposer les deux. Et si vous faites tourner celle de droite, vous verrez qu'elle ne va pas se superposer à celle de gauche. Donc c'est le symétrique. En fait, c'est la vue en miroir. Donc pour ça, il faut avoir de bonnes fonctions visio-spatiales pour pouvoir faire ça. Et le fait d'améliorer ces fonctions visio-spatiales, ça peut servir dans des situations comme celle du jeune homme qui travaille dans la librairie ou chez un fleuriste, etc., où il y a beaucoup de stimuli qui peuvent se ressembler un petit peu et qu'il faut pouvoir classer. Et puis il y a tout ce qui concerne la cognition sociale. Le fait de comprendre les émotions d'autrui, par exemple. Donc il y a des programmes qui apprennent petit à petit à s'intéresser aux composantes des émotions faciales, aux composantes du visage pour reconstituer les émotions. Et quand des personnes bénéficient d'un programme comme ça, elles sont dans le métro, elles regardent plus les autres, elles essaient de comprendre ce qui se passe. Elles s'intéressent à l'autre. Il y a une ouverture pour la communication. Et là, on voit bien le lien avec les bénéfices fonctionnels concrets. Là, il s'agit d'interagir avec quelqu'un qui vous parle, par exemple, là, qui vous fait des reproches sur votre retard, et puis vous devez décider ce que vous faites par rapport à lui. Ça, c'est un programme de simulation informatisé. Et vous voyez, soit on peut écouter les reproches tranquillement, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, soit dire que ce n'est pas de sa faute, ce qui peut énerver la personne qui fait les reproches en question. Et donc il y a plein de situations comme ça qui ont été modélisées pour permettre aux personnes de s'entraîner et de s'adapter, d'adapter sa communication. Et tout ça, tous ces programmes de remédiation cognitive, ils ont montré leur efficacité. Il y a de nombreuses études randomisées contrôlées, des méta-analyses, c'est-à-dire qui regroupent ces études d'un bon niveau de preuve, qui montrent que c'est efficace et que ça améliore non seulement les capacités cognitives, mais aussi le fonctionnement psychosocial. Et puis ça améliore également la capacité à travailler. Ça, c'est des études randomisées contrôlées, résumées dans un tableau, mais je pense qu'on n'arrive pas à voir. Si, un petit peu, peut-être, pour ceux qui sont en bas. Mais vous avez aussi une méta-analyse Cochrane qui a été faite par nos collègues canadiens, qui montre qu'après remédiation cognitive ou thérapie cognitive, entraînement des compétences sociales, la capacité à travailler est multipliée par 2 à 4. Donc ça, c'est des éléments concrets extrêmement importants. C'est-à-dire que la remédiation cognitive, elle a un impact sur l'emploi. C'est pas juste améliorer des bilans, des chiffres sur un bilan, c'est améliorer vraiment la réalité quotidienne des personnes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a un impact sur le cerveau qui peut être mesuré par des études de neuroimagerie fonctionnelle, comme ici, une étude faite à Lausanne, où après remédiation cognitive, les aires du langage s'activent plus qu'après une méthode contrôle. Après, l'étude randomisée contrôlée, ça peut consister en ça. On a une variable qui est mesurée avant la remédiation cognitive, qui est mesurée après, et on compare ce qui se passe dans un groupe cible par rapport à un groupe contrôle. Là, il y avait un groupe qui visait directement l'entraînement de la reconnaissance des émotions faciales, c'est ce qui est à gauche, ce qui est marqué Gaïa. L'autre qui visait l'attention, c'est ce qui est marqué Récos. Dans les deux cas, l'épreuve de reconnaissance des émotions faciales est améliorée après, en noir par rapport à avant, mais c'est plus amélioré quand on a utilisé la méthode qui vise directement la reconnaissance des émotions faciales. Donc ça, c'est un élément de preuve pour dire que c'est comme ça qu'il faut plutôt faire, si on veut aider la reconnaissance des émotions faciales. Et on voit en bas qu'on améliore également les symptômes. Et puis là, vous avez des études de cas individuelles qui montrent qu'après la réalité virtuelle, enfin la simulation informatisée, les gens améliorent leur théorie de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils comprennent mieux autrui par rapport à avant. Par rapport à une épreuve contrôle qui est en haut, où la mémoire n'a pas changé, la mémoire à long terme. Donc tout ça, on le met en œuvre, on l'a mis au sein de constructions qui sont celles des centres référents de réhabilitation psychosociale, que je vous schématise très brièvement ici. Donc je vous ai déjà parlé tout à l'heure de la partie violette en haut.
Le premier contact, c'est quand on téléphone et qu'on a une secrétaire qui vous répond et qui vous donne un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est ce qui se passe dans le mois, les 2 mois ou les 3 mois au maximum qui suivent, avec un médecin. L'évaluation, c'est quand on passe des questionnaires psychosociaux, quand on discute avec un infirmier, un ergothérapeute, un éducateur. Le bilan cognitif, c'est quand on voit une neuropsychologue qui fait passer des tâches, des tests. Et puis la restitution, c'est quand on vous dit effectivement ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Donc ça, toute cette partie violette, elle peut suffire pour certaines personnes, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on les rassure, ou qu'elles voulaient simplement savoir où elles en étaient pour construire un projet qui a une cohérence par rapport à ça. Après, pour certaines d'entre elles, il va y avoir besoin de renforcer les capacités, donc on passe à la partie verte. Et là, renforcer les capacités cognitives, c'est avec la remédiation cognitive. Renforcer la connaissance de ses difficultés, la connaissance de son traitement, des possibilités de rétablissement, c'est la psychoéducation, l'éducation thérapeutique. Travailler sur les émotions, sur le vécu dans l'instant, ça va être par exemple la pleine conscience. Travailler sur la communication, ça va être ce qu'on appelle l'habileté sociale, compétence sociale. Donc tout ça, c'est des programmes avec un certain nombre de séances sur quelques semaines, avec des objectifs concrets qu'on atteint et puis qu'on mesure avec des outils d'évaluation avant et après la prise en charge. Et puis après, pour certains, on a besoin de plus, parce qu'ils ne peuvent pas s'insérer directement, donc on va mettre en place des espaces de transfert professionnels ou sociaux. C'est d'autres groupes qui sont là en jaune et en orange en bas. Et puis à gauche, toujours le soutien des familles qui est systématiquement proposé, pour celles qui le veulent bien sûr. On ne va pas les mettre directement dans un groupe de famille, etc. C'est un petit peu violent, mais on va leur dire, voilà, on vous propose d'aller rencontrer une psychologue qui va vous expliquer le dispositif, et si vous êtes intéressé, vous pourrez la revoir ou vous inscrire dans un groupe. Et ça, cette perspective-là, elle est intéressante. Beaucoup de familles s'en saisissent, et ça donne des résultats extrêmement importants. Et quand on voit un proche dont la famille a été accompagnée, on sent tout de suite une certaine sérénité par rapport à d'autres. Le résultat, il est aussi comme ça indirect. Et puis la partie recherche, c'est que c'est important de montrer que ce qu'on fait est efficace. On utilise des deniers publics, donc on a inclus dans le modèle des centres référents l'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une cohorte individualisée, systématique, avec anonymisée. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui viennent dans nos centres référents, on recueille un certain nombre d'indicateurs de manière anonyme, et puis on voit l'impact finalement de nos prises en charge. Donc ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas comme ça faire les choses de manière aveugle. Et puis l'ensemble des centres référents est coordonné par une structure non soignante qui s'appelle le centre ressources. Donc le centre ressources, c'est le partenaire du CREPSI pour organiser cette demi-journée aujourd'hui. Donc tout ça, ça vous montre que la réhabilitation, on la voit à l'articulation entre le sanitaire, la psychiatrie, la médecine générale, le secteur de psychiatrie générale, la psychiatrie publique, et puis le devenir social ou médico-social des personnes. Puisqu'on veut impacter son existence, c'est l'emploi, la formation, le logement, l'hébergement, le loisir, la culture. Donc on est vraiment à l'articulation, et puis les données peuvent servir aussi pour poser les indications, évidemment, de l'EMDPH. Donc les modalités, c'est intervenir tôt, prévenir la chronicité, renforcer la partie saine, favoriser le rétablissement, faire du lien entre sanitaire et médico-social, ça on l'a déjà dit. Tout ça se place donc dans un contexte d'évolution du dispositif français. Il y a beaucoup de données de preuves en faveur de la réhabilitation qu'on a résumées dans un rapport qu'on a fait avec Marie-Christine Hardy-Belley, Bernard Pachou, Christine Passerieux, etc., qui est cité là. Bon, ça c'est clair. Il y a beaucoup de littérature pour dire qu'il faut le faire. Il y a le rapport Lafourcade qui dit qu'il faut le faire. Et puis il y a un décret d'application de l'article 69 de la modernisation du système de santé qui devrait paraître et qui dit aussi qu'il faut le faire. Donc voilà, il faut le faire. Maintenant, il va falloir le faire. Il faut vraiment le faire, quoi. C'est pas qu'il faudrait le faire, c'est qu'il faut le faire et qu'on va le faire. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, le contexte encore plus général, c'est la position de la France en Europe, par exemple, par rapport à la désinstitutionnalisation. C'est ce que j'ai mis en bas, la référence, la BMC Psychiatrie. Elle compare la France aux autres pays et elle montre qu'il y a du retard. Donc en termes de dispositifs ambulatoires, on est en retard. Donc ça, c'est publié, il y a des critères qui comparent la France à d'autres. On n'est pas dans les plus mauvais, mais on n'est pas dans les premiers, parce qu'on n'a pas assez défini et développé les dispositifs ambulatoires. Donc ça, c'est aussi à développer, et ça va en articulation avec ce qui donne des capacités aux personnes pour éviter de rechuter, d'avoir recours à l'institution. Donc comment faire ça en pratique? Tout ce que je viens de vous dire là, ça ne va pas contre la politique française du secteur qui est là depuis 1960. Le secteur, c'est la porte d'entrée, et ça doit le rester en psychiatrie et même en santé mentale. Le secteur, c'est la psychiatrie généraliste. Ça concerne tous les troubles psychiques. C'est pour des petits territoires de santé. Là, ce qu'on propose, c'est de garder ces petits territoires de santé comme porte d'entrée en deuxième ligne. Première ligne, médecine générale. Deuxième ligne, secteur de psychiatrie générale ou psychiatrie privée quand il y en a, psychiatrie libérale. Troisième ligne, seulement pour les troubles psychiques sévères, mais ça représente quand même pas mal de monde, c'est les dispositifs de réhabilitation psychosociale avec des gros territoires de santé définis pour les centres référents. Au lieu d'avoir moins de 100 000 habitants pour les secteurs, là on est plutôt à 2-3 millions d'habitants.
C'est-à-dire sur les Hauts-de-France, par exemple, on en fait 2, un au nord, un au sud. Et là, c'est des structures de recours pour les secteurs qui envoient les gens pour bénéficier d'une évaluation. Donc comme ça va faire beaucoup de monde à passer sur les centres référents, on va mettre des centres de réhabilitation de proximité pour les aider. Donc ça, c'est des structures qui sont accompagnées par les centres référents, qui ont moins de moyens, qui voient les cas moins sévères, mais par contre qui traitent à proximité et qui travaillent en harmonie avec les centres référents. Donc ça, c'est un modèle qui existe déjà sur 2 régions et dont on souhaite que ce soit ici. Et ce serait vraiment anormal que ça ne se développe pas ici, en Hauts-de-France, comme dans toute la France. Je vais vous montrer des cartes juste après. Donc en pratique, là pour résumer ce que j'ai dit maintenant, pas de programme universel, il faut des structures ayant une offre variée, on part de l'évaluation des besoins du patient, on fixe les objectifs avec lui, ce sont ses objectifs, on favorise l'apprentissage de nouvelles stratégies pour qu'il puisse exprimer ses capacités et renforcer sa capacité à décider, et puis on s'adapte toujours évidemment à son profil. Ensuite, la structuration en 3 niveaux que je viens de commencer à vous décrire, ça va donner ça. Donc des centres référents, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, là j'ai mis un code couleur pour qu'on se repère un petit peu, en bleu. Donc là, ce sont ceux qui ont la responsabilité d'une population ou d'un territoire. Voilà, pour l'instant, on va commencer par un territoire, et puis petit à petit, j'espère que ça deviendra la responsabilité d'une population quand il y aura des centres de proximité pour les aider. Ça, c'est ce qu'on essaye un petit peu de définir en ce moment. Il y a un groupe de travail avec la NAP pour faire ça. Donc, vaste territoire de santé. Les centres référents, ils font l'évaluation et la prise en charge. Ils traitent les cas les plus complexes, mais aussi les autres, puisqu'il faut aussi centres de proximité. Et ils ont pour particularité de participer à l'innovation thérapeutique. Déjà à travers une cohorte systématique, ça fait partie du cahier des charges, c'est obligatoire, mais aussi en ayant leur propre créativité, leurs propres essais cliniques, leurs propres études, leurs propres programmes, etc., etc. Et puis ils accompagnent des centres de proximité qui sont plus petits, qui sont en jaune ici, qui eux ne font que l'évaluation et le soin avec un territoire de santé plus restreint. Certains veulent participer à la cohorte, ils sont les bienvenus, mais ils ne sont pas forcés, contrairement aux centres référents. Et puis les centres référents se rencontrent au sein du centre ressources qui leur donne une certaine cohérence, mais qui n'intervient pas sur leur territoire. C'est eux qui disposent de la responsabilité pour le territoire. Par contre, le centre ressources, il porte les chartes, les modes de fonctionnement, le cahier des charges, il porte la cohorte, et il donne l'occasion de se concerter, de travailler ensemble. Donc les centres de proximité, par rapport à ceux de tout à l'heure, vous voyez, ça fait plus petit, moins de programmes disponibles pour la population. Ça fait quelque chose comme ça. Et puis la possibilité de renvoyer au centre référent, c'est pour ça que j'ai mis le rond bleu en bas à droite. Centre référent, vous voyez, par rapport au centre de proximité, vous aurez 2 programmes de remédiation cognitive, là vous en avez 10. Parce que c'est plus grand, il y a plus de possibilités. Donc les centres de proximité et les centres référents sont soignants. C'est eux qui accueillent la population. Par contre, le centre ressources, il est non soignant. Lui, il accueille la formation. Là, j'ai mis les affiches de diplômes d'université pour former des professionnels. Il accueille les personnes concernées pour les informer, pour leur donner, par exemple, l'accès aux soins. Il y a un site web qui donne la liste des structures qui font de la réhabilitation psychosociale en France. Il est porté par une association, la FRC, et le centre ressources, avec sa webmaster. Pour les familles aussi, qui veulent se renseigner, et puis pour la population générale. Donc globalement, il donne l'accès aux soins à travers la liste des structures, la diffusion de l'information, il fait des conférences pour le grand public, il fait des conférences, des sensibilisations et des formations pour les professionnels, il organise des formations diplômantes pour former des thérapeutes, et puis il porte la diffusion de l'information à travers une base documentaire, donc sur son site web et dans une bibliothèque physique. Donc les sites web, ils sont marqués en bas. Celui qui est à gauche, c'est celui qui donne l'accès aux soins, avec la liste des structures par région en France, l'accès à la formation pour les professionnels et l'accès aux conférences, aux manifestations scientifiques en général pour les professionnels et pour le grand public. Celui de droite qui n'est pas encore complètement en place, c'est la base documentaire. Donc elle est faite, mais elle n'est pas mise en ligne parce qu'elle n'est pas finalisée par la documentaliste. Donc vous pouvez très bien consulter déjà celui de gauche et puis celui de droite bientôt, puisqu'on va essayer d'améliorer, c'est les liens entre les deux, parce que pour l'instant, ce n'est pas le même prestataire, on a un petit peu de mal à les emboîter. Et en pratique, ça donne ça. Donc vous avez un premier réseau, c'est toutes les structures qui sont sur la carte de France, ça c'est ceux qui se sont impliqués volontairement dans la formation. Donc il n'y a pas de politique territoriale dans le premier niveau de structuration, c'est simplement les gens qui décident de se former individuellement ou leur institution. Donc ça donne un nuage de points un peu hétérogène. Deuxième niveau de structuration, là c'est quand on travaille de manière territoriale, donc on travaille avec les ARS, c'est obligatoire de travailler avec les ARS si on veut avancer. Donc là on l'a fait dans 2 régions, et il y a une convention entre les 2 régions, parce que c'est le même centre ressources qui porte la coordination sur donc Nouvelle-Aquitaine en bas à gauche,
Auvergne-Rhône-Alpes, en bas à droite. Enfin, pas complètement en bas, au milieu, vers la droite. Et ce qu'on souhaite, enfin ce que je souhaite, et ce que souhaitent les pouvoirs publics apparemment, c'est que l'argent soit mis plutôt sur l'aide aux personnes, donc dans les centres référents, plutôt que sur multiplier les centres ressources. Parce que si on fait que des centres ressources qui font de la documentation et tout, ça ne va pas forcément aider autant les personnes que si on leur montre leurs capacités et qu'on renforce leurs capacités. Donc l'idée, c'est que la fonction support, on la réduise au maximum en mutualisant avec un seul centre ressources qui va coordonner tous les centres référents de France. Là, pour l'instant, le centre ressources, il est qu'à Lyon. Moi, je proposerais volontiers de faire une annexe à Paris pour être plus près, par exemple, d'ici. Parce que c'est plus facile de faire 1 heure de TGV que 3 heures. Donc si on peut, on fera ça. Ça nécessite des locaux, etc. Mais je pense que ça vaudrait le coup en termes d'ergonomie. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui coordonne 5 centres référents qui sont situés en allant d'ouest en est, à Bordeaux. Ésine, c'est à côté de Bordeaux, Limoges, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble. Donc ça, c'est les régions où c'est déjà fait. La cohorte a commencé il y a 1 an et demi. Et les structures, elles existaient avant même qu'on fasse le cahier des charges de la labellisation. Ça fait des années que ça fonctionne. Et on accueille, par exemple, rien que pour Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 1000 patients par an. Plutôt, on en a 800 sur Lyon, 500 sur Grenoble, plutôt 1500 patients par an. Donc on peut accueillir toutes les nouvelles personnes qui ont des troubles psychiques sévères pratiquement. En sachant qu'on prend aussi des personnes plus anciennes, évidemment, qu'on n'exclut personne, et que tout le monde n'accède pas. Mais globalement, on arrive à satisfaire les besoins de la population parce qu'on a 7 centres de niveau 1 de proximité sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et qu'on va essayer de créer aussi un 4e centre référent. Enfin, si on trouve le budget. Mais bon, en tout cas, là, ça fonctionne. Avant-hier, j'étais à Bordeaux, ça fonctionne aussi. Ils viennent d'avoir des locaux, ils sont en train de recruter. Enfin, ils ont déjà recruté, mais les gens vont être affectés. Ça fonctionne. À Limoges, ça fonctionne. Donc, sur ces 2 régions, il n'y a pas de souci, c'est fait. Après, il y a d'autres régions qui ont un petit peu avancé. En Bourgogne-Franche-Comté, l'ARS s'est manifestée pour structurer ça. Il y a eu un groupe de travail. A priori, il devrait y avoir quelque chose qui se met en place. Mais bon, ce n'est pas encore fait pour l'instant. En Bretagne, il y a un projet qui est déposé. Et l'ARS Grand Est m'a appelé il y a quelques jours, dimanche, là, pour savoir un petit peu comment faire et sur qui s'appuyer. Donc il y a au moins 3 régions qui veulent que ça avance et qui ont mis déjà des choses en place. Après, ici, je serais vraiment peiné si ça ne se faisait pas, vu les ressources et vu la mobilisation de la population, puisque là, vous êtes 400 aujourd'hui. Donc ce serait un petit peu dommage. Donc vraiment, allez-y, poussez pour que ça avance, parce que je pense que ça donne des chances aux personnes qui en ont besoin. Et que les ressources sont là, puisqu'elles vont vous être présentées juste après. Donc il ne manque pas grand-chose. Mais il faut un petit plus. Donc il faut vous battre pour que ça avance. Voilà, ça c'est une diapositive qui résume les apports du centre ressources. Le plan de formation des hôpitaux, effectivement, c'est important pour aller vers la formation, etc., etc. Mais le plus important, ce qui n'est peut-être pas écrit sur cette diapo-là, mais sur la précédente, c'est ce travail territorial. Si on veut qu'il y ait une équité d'accès aux soins, il faut définir des territoires de santé, des responsabilités territoriales, parce que sinon, on se rejette toujours la pierre. C'est comme les secteurs. Non, il n'est pas de mon secteur, j'en veux pas. Non, il n'habite pas depuis suffisamment longtemps, j'en veux pas non plus. On était SDF, voilà, ça tourne en rond comme ça. Donc ce qu'on veut pas, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est des gens qui s'occupent vraiment des personnes qui en ont besoin. Donc tout ça, ça va vraiment dans le sens de renforcer les capacités des personnes, leurs possibilités de décision, de reprendre leur trajectoire en main. Donc ça va vraiment dans le sens du rétablissement. Ça, je crois que c'est clair. Et puis ça va dans le sens aussi de l'articulation, de la constellation finalement, de structures qui existent dans le médico-social par rapport au sanitaire. Donc il y a beaucoup de bénéfices à mettre en place ces structures de réhabilitation psychosociale. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui s'impliquent déjà dans le réseau, les ARS qui nous soutiennent, la DGS qui nous soutient aussi financièrement pour la partie communication, la DGOS qui soutient le projet d'extension sur toute la France, mais pas encore financièrement, qui le soutient dans l'esprit, mais c'est déjà pas mal, et qui a porté la rédaction du projet de décret avec Michel Laforcade, et ça a avancé vraiment bien, ça a été rédigé en concertation, et on a un texte qui est prêt, qui est au Conseil d'État et qui devrait être publié durant l'été. Donc un contexte très favorable politiquement. L'ANAP aussi qui va évaluer les structures de réhabilitation, qui a demandé une recommandation HAS autour de la réhabilitation psychosociale. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs très positifs. Et maintenant, il faut faire la mise en place. Et puis merci à tous les collègues qui sont ici et qui s'impliquent sur le terrain, malgré des conditions pas toujours faciles, parce qu'il y a un centre presque référent qui a fonctionné pendant des années avec un seul bureau, ce qui était un petit peu par rapport au nombre de professionnels et qui a fait du bien à beaucoup de monde dans la population. Donc merci à Clermont-de-Loise, à Lille, à la MGEN, etc. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail qui est fait, qui va vous être montré maintenant. Et puis on a tous contribué collectivement à des ouvrages sur la réhabilitation, la remédiation cognitive. Et donc ça permet aussi d'informer tous ceux qui en ont besoin. Voilà, merci beaucoup. Alors
Alors, on peut discuter. Voilà, donc les questions sont les bienvenues. Il y a 2 micros qui vont circuler, n'hésitez pas. Là, c'est branché, là, on peut discuter. Merci docteur, c'est un message d'espoir que vous nous apportez, si vous voulez, dans la mesure où nous, au niveau de l'UNAFAM, les parents qui adhèrent à l'UNAFAM ont surtout des enfants qui sont gravement atteints, si vous voulez. Hein. Donc effectivement, cette notion de remédiation, d'espoir de sortir de cette maladie, c'est pour nous quelque chose de très important, et surtout les messages qu'on peut apporter aux familles qui viennent nous voir alors que leur enfant entre dans la maladie, et de leur donner un message d'espoir. Ça, c'est quelque chose de... Quand on leur donne un peu d'espoir, ça se voit dans leurs yeux et ils sortent un peu plus réconfortés, même si nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, on n'y pense pas trop, quoi, vu que chez nous, ça n'a pas marché, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà. Enfin, c'est sûr que, bon, ça fait plus de 10 ans qu'on vous suit, docteur, et on vous félicite de tout ce que vous faites pour la remédiation cognitive et tout. Et aussi, moi, ce que je reproche, si vous voulez, c'est que le message ne soit pas suffisamment passé au niveau des secteurs de psychiatrie, si vous voulez. Quand vous parlez de la place des parents, de dire qu'il faut aider les parents, que les parents qui sont en grande souffrance, parce que nos malades sont en souffrance, mais nous, on en prend plein la tête, et que quand des psychiatres, encore actuellement, vous répondent aux parents, votre enfant est majeur, on ne peut rien faire. C'est très dur à entendre, si vous voulez. Et si vous pouviez faire passer ce message, au moins, à tout. Moi, je ne comprends pas en tant que les professeurs de psychiatrie n'aient pas d'autorité sur les psychiatres, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai, quoi, en fait. On a l'impression que c'est une population qui n'a pas de chef, quoi, en fait. Or, tout le monde a un chef. Hein, donc, pourquoi pas, quoi, en fait. Hein, donc, bon, c'est un peu... Je fais rire, mais c'est pas drôle, c'est vrai, parce que, en plus, c'est vrai. Hein, donc, voilà. Enfin, on vous remercie beaucoup de ce que... Et en plus, votre intervention aujourd'hui était remarquable, et on vous félicite. Merci. Hein. Simplement, oui, on n'a pas d'autorité sur les collègues qui sont indépendants et qui sont libres, bien sûr. Par contre, on a une autorité sur nos étudiants qu'on forme. Donc au moins, il y a 10 ans derrière, mais on peut au moins faire ça. Ensuite, je suis d'accord avec vous par rapport à la communication. Mais vous savez, là, je suis en train de recruter une chargée de communication ou un chargé de communication. Mais bon, a priori, c'est plutôt des candidates que des candidats. Et je leur dis, il y a 3 cibles. Hein, c'est un travail qu'on fera avec les CREPSI, qu'on fera avec les pouvoirs publics, avec l'UNAFAM et Collectif Schizophrénie. Ouais, on fera un plan de communication avec les usagers. Hein. Je pense que c'est important qu'on travaille tous ensemble. En tout cas, je leur dis, une fois que ça se sera fait, il y a 3 cibles. Il y a, pour expliquer, d'abord les troubles psychiques de manière plus positive, ensuite l'innovation de la réhabilitation psychosociale et le changement que ça peut faire. Il y a la première cible, c'est le grand public, parce que si on touche tout le monde, ça touchera indirectement les familles, les patients, les professionnels. Donc la première cible, c'est le grand public, mais c'est la plus difficile, parce que c'est 66 millions de Français. La deuxième cible, c'est les professionnels de santé, vous avez raison. Donc il faut qu'on fasse connaître les dispositifs dont on parle là et ce type d'approche aux professionnels de santé, et qu'on tente de le leur faire accepter, pour ceux qui n'acceptent pas, comme vous le dites bien, mais bon, on trouvera la manière de le faire petit à petit. En tout cas, vous voyez qu'on a cet objectif-là. Et la troisième cible, c'est les intéressés eux-mêmes. Parce que les patients s'auto-stigmatisent, il faut qu'on leur fasse connaître ça pour qu'ils puissent demander des soins et quelque chose qui est en rapport avec leurs possibilités réelles, au fond. Oui, oui. Je voulais vous faire une remarque aussi sur les pères aidants. Parce qu'effectivement, ici, sur Armentières, avec en particulier sur le secteur de Jean-Luc Roland et de Laurent de Fromont maintenant, les pères aidants, ça marche du feu de Dieu. Hein. Ça marche très bien. Ouais. Mais pourquoi sont-ils l'objet d'une opposition farouche d'autres secteurs qui ne veulent pas en entendre parler? Oui, ça c'est facile. C'est la nouveauté déjà, l'opposition à la nouveauté, premièrement. Ouais. Deuxièmement, c'est des notions de corps professionnel. Oui. Parce que vous allez créer des postes, et les postes sur un budget fermé, ça va forcément être pris quelque part. Donc ça fait peur. Et c'est ce que disait Patrick Le Cardinal encore hier. Oui. On était avec les délégués de l'UNAFAM à Paris. Il disait, voilà, il y a eu les syndicats qui se sont élevés dans tel ou tel hôpital. Oui, Patrick Le Cardinal fait partie du G21. Il était là, oui, bien sûr.
Oui, oui, mais on va quand même le faire. On va avancer. La deuxième phase, on souhaite y participer. On espère recruter bientôt à l'automne. Donc non, parce que nous, on participe à des réunions de travail, justement, au G21 en particulier, avec ces pères aidants qui sont là, qui font partie du personnel. Bien sûr, oui. Et ça fait un bien fou, quoi, en fait. Oui. Hein. Et on voit le travail qu'ils font. Bah, oui. On voit que les équipes leur demandent d'aller à la maison pour soutenir telle ou telle personne. Ils ont vraiment le rôle de médiateur. Donc je trouve ça très bien. Et je pense qu'ils ont toute leur place dans les centres référents de réhabilitation. C'est évident. C'est pas un endroit où ils seront en difficulté. Autant il y a des endroits où c'est peut-être difficile, en intra-hospitalier, d'être parachuté d'emblée comme ça, surtout si on n'a pas bénéficié d'emblée de la formation et que ça va venir après. Mais aller en réhabilitation, je ne crois pas que ça posera de problème. Donc moi, je suis très confiant. Oui, je crois qu'en haut à droite. Bonjour. En fait, moi, je travaille dans l'insertion professionnelle et c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe qui, moi, j'observe un peu à mon niveau, dans la mesure où on est là pour pouvoir aider les personnes à pouvoir se réinsérer professionnellement et socialement. Et paradoxalement, il y a aussi un gros déficit de connaissances des outils qui existent sur les territoires et même de la part des professionnels en eux-mêmes où parfois on est dans un cadre avec de bonnes valeurs qui veut vraiment pouvoir aider les gens à avancer, mais malgré tout il y a une telle méconnaissance du monde de la psycho par les professionnels en eux-mêmes que parfois on se retrouve avec de la maladresse ou même si on entend sur les discours où parfois on entend dire bah tiens, lui ils sont plusieurs dans sa tête, etc. Donc il a du mal à avancer et c'est très difficile de casser ça et c'est aussi difficile de pouvoir avoir accès au CMP où parfois il y a des barrières un petit peu incompréhensibles. Je me souviens, j'avais rencontré une participante qui avait une 50aine d'années, qui avait toujours vécu dans le cadre familial, qui n'était jamais sortie. Elle était phobique des transports en commun, etc. Elle s'occupait de ses parents qui étaient forcément beaucoup plus âgés qu'eux. Et donc il y a un moment où je lui dis, écoutez madame, vous savez, tôt ou tard, fatalement, la sphère familiale va casser et vous allez devoir apprendre à gérer ce monde-là toute seule. Et là, elle me regarde et me dit, mais qui est-ce qui va s'occuper de moi ? Et donc, à ce moment-là, moi, je l'ai orienté vers un CMP parce que ça me semblait important qu'il y ait une prise en charge de ce côté-là. Elle n'a pas été retenue. Donc, c'est vrai, il y a là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais des situations comme celle-ci, on en rencontre assez fréquemment. Et c'est parfois aussi difficile sur les centres d'insertion où parfois on rencontre des gens qui ont de la motivation pour pouvoir avancer, qui ont des freins. Et malgré tout, quand on apporte des réponses à ces freins-là, ça n'avance pas parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus profondément ancrés, mais qui sont difficilement perceptibles depuis l'extérieur, au sens d'une formation plus poussée en psychologie. Et du coup, c'est compliqué pour le professionnel de l'insertion de pouvoir se dépatouiller à travers tout ça. Maintenant, ce que vous dites est tout à fait vrai. Maintenant, on sait aussi qu'il faut, si on est professionnel du soin et de la santé mentale, on réussit moins bien l'insertion professionnelle que si on est du monde de l'entreprise. Donc je pense que c'est bien de garder aussi, d'être un petit peu extérieur, de garder cette perspective-là. Mais bien sûr, il faut savoir faire avec les personnes qui ont des troubles psychiques. Donc il faut quand même être sensibilisé et pouvoir s'appuyer sur les équipes du soin. Sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est largement démontré. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de faire des ponts entre les centres référents et puis plus largement le réseau informel que j'ai montré tout à l'heure et puis les structures d'insertion professionnelle. Par exemple, avec Messidor, le réseau Transition, on a fait des liens sur plusieurs régions de France. Par exemple, on travaille aussi avec les job coachs, on les reçoit et on fait le point ensemble avec les personnes concernées et ça permet que les job coachs soient rassurés, vous voyez, pour la partie emploi accompagné. Donc ces ponts entre les soins de réhabilitation et l'insertion professionnelle, ils sont évidents et il faut les renforcer. Donc ça, vous avez raison. Après, les CMP, il faut qu'ils y viennent petit à petit, parce qu'on ne pourra pas s'en passer. Je suis d'accord avec vous. Hein. Et on ne va pas se mettre à la place des CMP. Mais si déjà vous avez des ponts avec des personnes qui vont vous répondre pour les troubles psychiques, qui sont des professionnels de la santé mentale, je pense que ça va peut-être vous faciliter la tâche. Première étape. Puis deuxième étape, changer les CMP, changer leur mode d'approche, les mettre dans le rétablissement. Là, votre accueil sera plus favorable. Pour l'instant, c'est qu'ils ne connaissent pas, en fait. Je ne sais pas où vous êtes, hein, mais il y a des chances qu'ils ne connaissent pas. Je ne sais pas. Villeneuve d'Ascq, juste là, alors d'accord. Ok. Oui, ici j'ai une question à poser. Bien sûr. Voilà, j'ai accompagné plusieurs fois mon fils chez le psychiatre hospitalier dans le cadre d'un programme de soins. Oui. Et à plusieurs reprises, le psychiatre a proposé de la remédiation cognitive. Ah, c'est bien. Oui. Est-ce que ça a été fait alors? Est-ce que vous n'avez pas dit la fin? Et dans ce secteur-là, on a même formé une infirmière à la remédiation cognitive. Oui. Et dans les 2 entretiens précédents, la remédiation cognitive a été présentée. Oui.
par le psychiatre et l'infirmière, et mon fils a refusé. D'accord. L'entretien, il y a eu un autre entretien, où également il y a eu un refus, je ne suis pas intéressé. Alors ma question est, dans votre pratique, quels sont les outils, ou dans votre réflexion, qu'est-ce qui peut lever ce type d'obstacle ? Ça c'est facile, enfin c'est facile comme principe, c'est pas facile dans la réalité. C'est toujours le problème de se mettre dans la perspective de la personne et de lui faire saisir ce qui peut la gêner et ce qui pourra lui faire du bien concrètement. Donc typiquement ce que vous dites là, c'est peut-être qu'on n'a pas assez travaillé sur la plainte cognitive, c'est-à-dire ce qui le gêne dans le quotidien, sur les répercussions fonctionnelles, et qu'on s'est basé sur les résultats d'un bilan, en voyant des chiffres et en disant bah là on voit que ça ne va pas, donc conclusion, remédiation cognitive, mais lui il n'a pas fait le lien avec ses besoins concrets. Donc c'est dans la préparation, en amont, que les choses n'ont pas collé. Puis vous voyez que typiquement dans quelque chose comme ça, on est sur le mode de la prescription, on n'est pas sur le mode de l'autodétermination. Alors nous on essaye de ne pas fonctionner comme ça, c'est la personne qui va le demander normalement, la remédiation cognitive. Si on lui propose, déjà on est un petit peu à l'envers. Donc il y a peut-être à reprendre un petit peu globalement l'organisation et la proposition des choses. Oui, ça m'évoque ça, j'en sais rien comment ça s'est passé. Après, vous avez des gens qui ne vont jamais comprendre ça, seront hostiles en général par rapport à la santé mentale, à la psychiatrie. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Mais globalement, en s'extrayant de cette situation et de manière plus générale, je pense qu'il faut vraiment être dans la vie concrète des gens et dans leurs demandes, cultiver leurs demandes. C'est pour ça que le programme de rétablissement, qui dit, ben voilà, j'aimerais travailler, qui fait le lien avec tel trouble cognitif qui va être bien identifié, faire l'objet d'une plainte et mise en lien avec l'impossibilité d'aboutir à ce projet-là, là, on voit que la demande, elle va émerger spontanément. Mais elle va venir de la personne, ce ne sera pas une prescription du médecin. Vous voyez, je ne sais pas si je réponds bien, hein, après je simplifie, hein, mais globalement, c'est comme ça qu'on peut essayer de faire pour que les gens se saisissent des choses. S'ils ne se saisissent pas, c'est raté. De toute façon, on ne va jamais faire de la remédiation de force, ça ne marchera pas. On ne fait pas une psychothérapie de force. Il y a toujours une petite demande. Idem pour les familles, on ne va pas les accompagner de force. On va leur dire, voilà, on a des dispositifs qui peuvent vous aider. On sait que c'est important, que probablement ça vous ferait du bien. On sait que c'est difficile, ce que tout le monde dit là, et c'est vrai, parce que vous vivez des choses très difficiles. Mais vous n'êtes pas forcé d'aller dans un groupe de soutien et de partage d'expérience. On vous le propose. Puis quand vous vous sentirez prêt, bah, vous viendrez. Et je pense qu'il y a beaucoup à gagner, mais on ne veut pas seulement redonner de l'espoir, oui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. On veut vraiment donner des choses concrètes, faire du bien concrètement. Parce que redonner de l'espoir, c'est facile, mais après on peut le décevoir aussi facilement. Là, on veut vraiment que ce soit efficace. Et que ce ne soit pas, comme disait votre collègue, je ne sais plus d'où, c'était Poitiers hier, de l'Une de la Femme, qui disait, on ne veut pas que ce soit des cases à cocher. On a l'impression que c'est des cases à cocher, fait de la réhabilitation dans telle ville de France. Mais non, c'est pas ça. On veut vraiment aider la population. Hein. On en est convaincu, on pense que c'est utile. Et on veut aussi aider les familles et leur permettre d'avoir des manières de faire qui seront plus efficaces, et mieux pour eux et pour leurs proches. Ça, c'est du concret. Donc là, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des cases qu'on coche pour se faire plaisir, hein, je vous garantis. Mais après, on n'est pas magicien non plus. On apporte des choses qui peuvent aider, mais on ne peut pas décider et arriver à aider à tous les coups. On fait au mieux. Mais parfois, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas prêts, hein, pour rebondir encore sur votre question, qui ne sont pas prêts à un moment donné, qu'on a vu, puis qui reviennent 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, qui disent bah, « ça a germé dans mon esprit ». Et puis finalement, bah, maintenant, je voudrais bien bénéficier de l'évaluation, tout ce que vous m'avez dit, ça m'intéresse, on en a reparlé, c'est un ami, ou j'ai réfléchi, et puis hop, ça va. Parce que, bien entendu, certains viennent accompagnés par leur famille, parfois trop tôt, n'étant pas prêts, etc. On arrive à les accrocher dans certains cas, dans d'autres non. Mais certains reviennent quand même beaucoup plus tard, ça je l'ai déjà vu. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours effectivement de l'espoir. Mais par contre, pour avancer concrètement, il faut quand même qu'il y ait une demande, bien sûr. Bonjour, moi qui Bonjour. ne viens pas du secteur psychiatrique, est-ce que vous pourriez nous dire qui sont et ce que font les pères aidants? Oui. Parce que... Donc il y a plusieurs types de pères aidants. Donc vous avez en particulier, Bérénice Tadel pourra le dire mieux que moi, les médiateurs santé-père. Après, on peut leur confier plein de tâches différentes. Enfin, ce sont les médiateurs santé-père, ils sont intégrés dans les équipes, ils vont intervenir auprès de la population qui en ont besoin en tant que médiateurs. Donc ils vont faire du soutien, en quelque sorte. On ne veut pas dire du soutien psychothérapique parce qu'ils ne sont pas psychothérapeutes, mais du soutien psychologique au sens large. Ils vont aider au fonctionnement de l'équipe, ils vont pouvoir faire aussi de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique. Ils vont aussi porter la parole des usagers. Moi, ça, je vous dis ma conception à moi, c'est ce que fera le médiateur santé-père si j'arrive à le recruter, parce que pour l'instant, c'est encore en perspective pour l'automne. Mais si j'arrive à le recruter, il fera tout ça. Il fera beaucoup d'éducation thérapeutique et puis aussi il représentera les usagers. Au niveau, par exemple, du comité des usagers, il aidera à le structurer. On a un comité des usagers pour l'instant qui est encore un peu naissant.
et pour lui donner plus d'ampleur, je pense que le médiateur santé-père aura un rôle important. Et puis je lui demanderai aussi de faire de l'enseignement auprès des étudiants. C'est important qu'il y ait des usagers qui viennent témoigner de leur établissement. Et puis il pourra faire aussi des témoignages dans des sensibilisations comme celle-ci. On en organise régulièrement. Là, il y a beaucoup de monde. Parfois, elles sont plus petites et ça pousse plus, c'est plus facile pour la discussion. C'est pas des gens qui ont une formation de santé. Là, la personne que je veux recruter, elle a fait une école de commerce à Montpellier. Voilà, elle vendait en ligne, elle dirigeait une équipe de plusieurs personnes, elle a fait plusieurs épisodes, elle s'est rétablie, cette personne-là. Après, elle a fait de la vente, elle était en entreprise adaptée. C'est un homme, enfin je vais dire il, ce sera plus simple. Donc il a fait de la vente, et puis ça ne lui plaisait plus, et là il veut rebondir plutôt dans un métier social pour aider les autres. Donc c'est ce profil-là. Et puis c'est la qualité, c'est ses qualités humaines, et le fait qu'il puisse témoigner, qu'il puisse s'engager personnellement, qui font que pour moi c'était le candidat favori sur un poste qui n'existait pas. Donc ça n'a pas été facile non plus pour lui, parce qu'il a attendu quelque chose qui n'existait pas, tout en sachant pas si ça allait exister. Donc il faut s'accrocher quand même. Hein. Mais il reste motivé, je l'ai revu régulièrement, il a témoigné une formation UNAFAM le mois dernier, parce qu'on en a fait une à Paris hier et puis une à Lyon le mois dernier. Et donc je sais que ça peut marcher. Enfin, je fais le pronostic. Après, lui, il le fait aussi. On verra bien si ça marche. Mais je le souhaite et je le pense. Mais ça, c'est centre référent de réhabilitation de Lyon, puisque le poste, il serait là. Il fera ça. Après, à Grenoble, ce ne sera peut-être pas pareil. À Chambéry, c'est pas pareil. À Lille, je sais que j'ai rencontré une médiatrice santé-père qui faisait des interventions à domicile pour des personnes, pour les maintenir à domicile, des personnes en crise, entre autres. Et puis elle fait des interventions en congrès, cette dame-là, qui fait des choses donc vraiment intéressantes, mais ça dépend vraiment de l'endroit où ils interviennent, quoi. Et puis moi, j'en verrai bien un aussi au centre ressources, pour porter le message, ce que je fais là maintenant, qu'un père puisse le faire, je trouve que ce serait intéressant. Mais ça, c'est un autre projet encore à travailler, on verra dans un deuxième temps. Oui, en fait, les médiateurs, en tout cas les pères aidants et les médiateurs, voilà, il y a plusieurs intitulés. On considère que ce qu'ils ont parcouru comme trajet sur le fait d'avoir connu la pathologie, d'avoir trouvé un chemin qui leur permettait de se rétablir, qui n'était que le leur, et d'avoir envie d'être dans la relation d'aide, ça constitue ensuite la possibilité de le mettre au service des autres. Et les médiateurs, ils racontent en général, et les pères aidants, qu'ils témoignent parfois de leur parcours, mais souvent ils essayent de réfléchir avec la personne à ce qui pourrait lui convenir à elle, quel parcours elle pourrait entreprendre. Et puis le deuxième volet, qui est un volet qui découle du premier, ce qu'on a souhaité nous développer avec les médiateurs, c'est qu'ils font partie des équipes. Alors c'est un petit peu différent de peut-être la modalité que vous imaginez, Monsieur Franck, mais les médiateurs de la première vague, ils sont intégrés dans des équipes, dans des hôpitaux de jour, des CMP, parfois à l'intra, et ils font partie de l'équipe. Et l'idée derrière, l'idée qu'avait le CCOMS et notamment du docteur Patrick Le Cardinal, c'était qu'il pensait qu'on pouvait transformer aussi le rapport soignant-soigné et la perception qu'avaient les équipes des patients et des usagers en travaillant d'égal à égal, qui fassent partie des équipes. Et c'est relativement ce qui se produit. On a encore aujourd'hui 14 médiateurs de ce premier programme qui sont toujours dans des équipes sur 3 régions en France. Et quand on entend un peu les équipes et qu'on discute avec leurs membres, on entend à quel point ça a pu faire vraiment bouger au sein de l'équipe et qui perçoivent différemment les usagers. Et les usagers qui sont suivis dans ce service disent que souvent, ça leur permet d'avoir une traduction de ce que l'équipe voudrait faire et qu'ils ne comprennent pas et qu'ils prennent toujours en contre ou mal. Et souvent, le médiateur peut raconter des choses très concrètes en disant moi, il m'est arrivé exactement la même chose ou quelque chose de similaire. Bon, j'étais pas d'accord. Et puis, en fait, avec le recul, voilà ce qui s'est passé. Et comment ça pourrait se passer pour vous, monsieur ou madame. Alors, aujourd'hui, dans la salle, il y a une médiatrice. Elle est assez timide, donc je ne vais pas la pointer. Elle n'aime pas ça. Si elle veut prendre la parole, je la connais. Quelquefois, elle aime bien. Voilà. Bon, je la laisse libre de demander le micro. Alors, c'est un vrai sujet. Le statut, ils sont salariés. On a oublié de le noter, effectivement. Les pères aidants, il y en a plein. Il y a pas mal de modalités de pères aidants, notamment dans la francophonie. Certains sont indépendants, certains sont bénévoles, certains vont intervenir un peu en mode commission des usagers. Là, c'est très différent. Nous, ils sont salariés dans l'équipe et par contre, au niveau administratif, ils sont sur une grille d'agents administratifs, en fait, pour le moment, parce que sur le premier programme, on n'a pas réussi à leur proposer, d'un point de vue RH, c'était difficile de les intégrer, mais ils sont salariés. C'est ça qui comptait pour nous. Ce n'est pas des électrons libres, ce n'est pas des représentants des usagers. Ils sont là, ils s'additionnent aux autres professionnels et ils sont dans la complémentarité avec les autres professions, quoi.
Excusez-moi. Ce que dit On va- Bérénice Tédel, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est que vraiment l'objectif de fond, c'est de changer la relation soignant-soigné. Alors on peut le faire soit juste autour de soi dans l'équipe où le médiateur de santé pair est intégré, ou on peut le faire, comme je l'imagine un petit peu, en intervenant plus largement à travers des témoignages, des formations, des sensibilisations. Mais finalement, c'est la même chose. Et puis moi, il sera aussi dans l'équipe. Hein. Après, on n'a pas complètement tout défini, mais je pense qu'on peut aller plus loin aussi si on les fait intervenir plus largement. Parce que si on se contente de faire équipe par équipe, 14 pour l'instant, peut-être 50 après, 100, ça va prendre des années. Moi, j'aimerais que ça aille plus vite, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, on peut essayer. Voilà. Et puis c'est important, le livre que vous avez fait, tous les témoignages, les congrès, ce qu'il y avait au CFP l'année dernière, enfin tout ça, je pense qu'il faut vraiment communiquer largement autour. Et voilà, il faut trouver peut-être d'autres manières encore de faire pour que ça prenne de l'ampleur, mais il faut qu'on avance. C'est vrai que ça a généré beaucoup de résistance au début, surtout des équipes accueillantes. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que là, presque 5 ans après, quand on rencontre les équipes à nouveau, elles disent que il y a eu des hauts, des bas, ça n'a pas été simple, mais toutes unanimement, qui ont encore les médiateurs aujourd'hui, disent « Ah oui, mais enfin, en conclusion, elles disent on ne ferait plus sans ». Ça a tellement changé l'ambiance et les rapports, on n'arriverait plus à travailler sans cet apport-là, et il est aussi nécessaire que les autres, il n'est pas mieux. C'est ça qu'il ne faut pas se tromper. Et peut-être on a eu des maladresses, nous, au début, quand on a voulu porter l'idée des médiateurs et du savoir expérientiel. Il y a certainement eu des mots maladroits, comme si c'était supérieur aux autres abords qu'il pouvait y avoir en psychiatrie. Ce n'est pas la question. C'est en plus. Et du coup, c'est comme quand on a introduit des fonctions qui n'étaient pas encore en psychiatrie, les assistants sociaux, les ergos, des professions qui sont arrivées tardivement. Il y a certainement des services qui aujourd'hui diraient on ne pourrait plus faire sans telle ou telle profession. Là, c'est la même chose, sauf que ça vient seulement de se produire. On va juste prendre une dernière question, excusez-moi, pour passer la suite. Bonjour. Bonjour. Je suis bénévole en fait dans une association de soutien téléphonique et aussi dans une association de soutien social à des personnes en grande précarité. D'accord. Donc il y a un recoupement, si je puis dire, au niveau de nos publics respectifs, puisque les personnes avec qui nous sommes en contact ont, pour une part significative, des problèmes psychologiques. Oui. Ma question est la suivante, c'est par rapport en fait aux axes de communication. Oui. Vous avez parlé d'axes de communication vers les professionnels, oui. d'axes de communication vers les 66 millions de Français. Oui. Je voulais savoir s'il y avait des actions plus précises et concrètes avec ce type d'association où nous traitons quotidiennement des publics qui correspondent à ces besoins. Il n'y en a pas eu parce qu'on n'a pas eu de demande, mais s'il y en a, on pourra y répondre, pour dire très simplement. Effectivement, pour l'instant, on a essayé de cibler beaucoup les équipes du sanitaire, du médico-social, de faire des conférences ouvertes au grand public. Par exemple, on a une conférence cinéma et troubles psychiques sévères, là, qui est à l'automne ou en janvier, je ne sais plus. Des choses comme ça. On a même fait des films commentés dans la rue, là, dans un cinéma d'arrêt d'essai, avec les troubles psychiques. On a fait des choses comme ça. Médecin du travail, oui, bien sûr, médecin généraliste, très important aussi. Le problème, c'est vraiment de toucher tout le monde. C'est très compliqué. C'est par territoire de santé, 2 centres référents. Je pense qu'il faut vraiment avoir un plan systématique, faire une liste des gens qu'on va atteindre. Mais ces associations, bien sûr, c'est une cible importante. Oui, alors je vais être un peu plus précis. Comme la plupart des associations, en tout cas au moins l'une d'entre elles, et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Moi, je suis au Petit Frère des Pauvres, mais il y a Secours catholique, Emmaüs, Abbé Pierre, etc. Oui. Je pense ne connaissent pas votre existence et ne connaissent pas vos actions. Donc, est-ce que ça ne serait pas à vous de faire la démarche, plutôt qu'aux associations qui ignorent votre existence? Si vous voulez, là, on recrute la chargée de com qui va faire un listing et qui va commencer à diffuser plus largement, donc on sera mieux connu. Et on résoudra ce problème probablement à partir de ce moment-là. Par contre, en attendant qu'on puisse le faire, c'est pas interdit de nous solliciter, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, il y a tellement on va faire le lien. Il y a tellement de cibles, si vous voulez, que si on a une sollicitation, on va pouvoir faire passer en priorité. Sinon, ça risque d'attendre très 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 longtemps avant qu'on arrive à identifier que telle personne aurait ce besoin-là, quoi. Vous voyez. C'est juste ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Mais en tout cas, on est disponible, c'est ce que je veux dire. Personnellement, et avec ma voisine, on va faire le lien avec les associations dans lesquelles on est bénévole. Mais je pense que ça vaudrait le coup peut-être. Étant donné que, compte tenu des actions qu'on mène, et où je reconnais beaucoup de choses, c'est-à-dire par exemple que l'individu est au centre des actions, qu'on a une approche globale et pas simplement basée sur les médicaments, etc., ou c'est la symptomatologie,
Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire en commun. Mais vous avez complètement raison. Ensuite, il y a 2 niveaux de sollicitation. Soit c'est du loco-régional, il faut solliciter les acteurs locaux qui sont ici. Soit c'est du national, parce que l'association est nationale, et vous sollicitez le centre ressources, et on fait une réponse nationale, vous voyez. D'accord. Là, ici, on est dans du régional aujourd'hui, et on fait le lien avec le national, c'est pour ça que je suis là, mais sinon, les gens de la région se débrouillent très bien. Hein. C'est juste que là, il faut qu'on structure pour qu'il y ait cette équité d'accès aux soins et participer au mouvement global, mais globalement, il y a tout ce qu'il faut sur votre région. Par contre, si c'est du national, évidemment, il faut solliciter le national. Donc là, c'est le centre ressources réhabilitation. C'est juste pour replacer les choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.